C'est un historien, un politologue, mais également un écrivain, un passionné de l'histoire africaine. Il tient à ce que les Africains, je le souligne, connaissent leur histoire et puissent avoir leur identité. Le professeur Kouma Ndoumbe III, mesdames et messieurs, vous allez le voir, est titulaire de 3 doctorats, mais également est éditeur de plusieurs publications, avec aujourd'hui en projet une fondation qui entend redonner à l'Afrique, aux Africains, leurs lettres de noblesse. Voici la trajectoire exceptionnelle qu'il nous raconte dans cette édition de Carrière. Il choisit de partager avec nous sa passion pour le continent africain, de retracer l'histoire qui, vous allez le voir, part de l'époque coloniale, post-coloniale et contemporaine. C'est un combattant qu'on va découvrir. De quoi donc nous inspirer pour affronter, mesdames et messieurs, le monde avec une authenticité qui est la nôtre, mais surtout des savoirs qui nous permettent de mieux nous imposer à l'échelle internationale. Voici en exclusivité l'entretien portrait que le professeur Kouma Ndoumbe III, devrais-je ajouter Sa Majesté, a accordé à l'équipe de Carrière. Georges Nel Messi, Arnaud Ndal et Alain Kwam signent cet entretien portrait. Regardez la success story. Panafricaniste convaincu. Parce que toute son action me semble orientée vers cela de tout temps. Et ses écrits, ses dires, ses attitudes, son vécu, tout est tourné vers ça. Moi-même, je me dis, j'ai fait une postgraduate studies sur le sud-ouest, sur le génie. Hein. À cause de ça, je me dis, ok, lui, il est un génie avec tous les pros et contres. Je suis un combattant de la dignité de l'homme d'Afrique. C'est avec un sourire non fin que nous reçoit en cette mi-journée-là le prince des Bel et Belé à son domicile à Bonabéry, Douala. Bien que légèrement affaibli par la maladie, le prince Kouma Ndoumbe III a accepté de nous raconter son parcours atypique. C'est donc assis sur son trône, entouré des photos de son père Ndoumba Koum et Kouma Mbappé, ou leur prison, son grand-père, qu'il entame avec nous un voyage au cœur de sa vie. Une vie de combat, celui pour la dignité de l'homme africain. C'est un combat qui me tient à cœur. Enfin, c'est un combat qu'on m'a donné en héritage. On me l'a donné en héritage, que ce soit mon grand-père, Lok Prizobel, que ce soit mon propre père, Ndoumba Koum III, qui a vécu toute cette période de lutte pour l'indépendance du Cameroun. On m'a donné tout ça, ces combats en héritage. Très, très jeune, très, très jeune. Ma grand-mère, une des femmes de Lok Prizo, parce que lui, il avait 28 femmes, elle était la 20e, elle ne cesse de te répéter « Papa, Obina Wando et Djaniala Soué ». Papa, Obina Wando et Djaniala Soué. C'est-à-dire, tu es petit là et tu dis, mais est-ce que tu sais que c'est toi notre chef? Est-ce que tu sais que c'est toi notre chef? C'est-à-dire qu'on met ça dans la tête que tu dois assumer tes responsabilités. Alors, quand on hérite de tout ça, c'est difficile de s'en débarrasser. Pas de temps pour les jeux et les balades d'enfants. Kouma Ndoumbe est un prince et il doit très vite le comprendre. Tété, comme l'appellent les membres de la cour et le peuple Bel et Belé dont il est le prince, a l'obligation de bien se tenir en société et de comprendre les enjeux et défis majeurs de cette dernière. Pour son instruction, il entre très tôt à l'école publique de Bonabéry avant de filer en Europe, en Allemagne plus précisément, à l'âge de 15 ans. J'ai fait l'école primaire de Bonabéry, qui existe encore aujourd'hui. À l'époque, enfin tel que nous on a grandi,
tu es quoi? Tu es Douala, tu es Bamileke, tu es Boulou, tu es Aoussa. On a vécu comme ça sans problème. Mais aujourd'hui, ça a complètement changé. Les gens sont dans leur espace tribal. Ils se réfugient dans leur espace tribal. Ce n'est pas ce que nous, on a vécu. Donc, mon directeur ici, c'était M. Bita. Bon, après, quand mon père est décédé, mon oncle qui était à Ebolova m'a pris là-bas pour que je continue mon école primaire. Donc, j'étais à Ebolova. C'est après que je suis allé donc au lycée Leclerc. Après le lycée Leclerc, je suis venu ici au collège Alfred Sacker. Et du collège Alfred Sacker, bon, de la 5e, c'est là où je suis donc parti en Europe. Je vais là-bas, je ne parle pas un seul mot d'allemand. Je viens, tout le monde parle allemand. Wonderful. Il fallait gérer ça. Donc on m'a donné une dame de la noblesse bavaroise qui pouvait donc me donner des cours 3 fois par semaine, des cours d'allemand. Et j'avais 6 semaines pour apprendre l'allemand avant la rentrée scolaire. Mes parents allemands me disent que non, l'Afrique a besoin d'ingénieurs. Donc on te met dans une école de mathématiques et de sciences. Donc j'entre donc dans ce lycée de maths-sciences. Là, il fallait faire mathématiques modernes, physique, chimie pendant 6 ans avant de faire le bac. Tous les cours étaient en langue allemande. Tous les cours étaient en langue allemande. Donc moi, j'ai un bac maths-sciences allemand. Son baccalauréat scientifique en poche, Tété décide de poursuivre son cursus en France pour se rapprocher du Cameroun et de sa culture linguistique. À l'université de Lyon qu'il intègre, il se spécialise en études germaniques et en sciences politiques pour commencer. S'il doit abandonner les études en sciences politiques, le génie du prince lui permet très rapidement de brûler de nombreuses étapes en filière germanique. Maîtrise au bout de 3 ans grâce à une dérogation spéciale du ministre de l'Éducation nationale français et surtout un double doctorat en histoire et études germaniques après avoir manqué le concours d'agrégation pour une histoire de panne de mobilette. J'entame le doctorat et je mets mes professeurs dans l'embarras. Moi, je leur dis que moi, je veux faire une thèse sur Hitler. Je veux savoir si Hitler avait gagné la guerre, qu'est-ce qu'il aurait fait des Africains. Puisque dans les cours, on nous parlait de la Shoah, et des Juifs, de tout ce que Hitler faisait contre les Juifs de la Deuxième Guerre mondiale, comment il s'est passé. Mais j'ai dit, mais je ne voyais pas les Noirs, c'est la place des Noirs dans tout ce massacre-là. J'ai dit, donc, tous les professeurs me disent que moi, je ne suis pas compétent. Je ne peux pas te diriger. Comment? Ils me disent, change de sujet. Je dis, non. Moi, je veux savoir, qu'est-ce que Hitler aurait fait des Africains? À ce moment-là, alors, mon chef de département me dit, va au département d'histoire. Il me fait un mot, je vais là-bas. Chaque professeur aussi dit que lui, il n'est pas compétent. Les plans de Hitler en Afrique, non, Hitler n'avait pas de plan en Afrique. Donc, eux, ils ne peuvent pas gérer ça. À la fin, c'est le chef de département, le professeur Maurice Garden, qui dit, écoute, moi, je n'y comprends rien, mais je vais te diriger. Je vais donc en Allemagne et je vais voir tous ces grands professeurs sur la Deuxième Guerre mondiale, sur Hitler. Tous me disent que Hitler ne voulait pas aller en Afrique. Je dis, mais il y a quelque chose qui me dérange. Si Hitler a fait tout ça contre les Juifs, l'Afrique existe. Ils me disent, non, Hitler c'était un raciste, il voulait aller à l'Est. C'est-à-dire Union soviétique, etc. Il voulait aller à l'Est. Il ne voulait pas aller. Moi, je continue seulement mes recherches. Et je fais mes recherches quand on a 2 semaines de vacances scolaires en France, c'est là où je vais aux archives du ministère des Affaires étrangères à Bonn. Ou alors je vais à Freiburg aux archives militaires. Et je voyais qu'il y a quelque chose qui me manquait. On n'arrivait pas à trouver les vrais documents. Et je me suis dit, mais c'est Berlin qui était la capitale. Mais Berlin était divisé en 2. Il y avait Berlin-Est et Berlin-Ouest. Et Berlin-Est, c'était la République démocratique allemande, et c'est eux qui avaient les vraies archives.
Moi, j'écris donc une lettre. Petit Africain, j'écris donc une lettre. Il y avait un professeur qui était très sympathique, le professeur Helmut Stöcker, à Berlin-Est. Par lui, donc, je passe et il envoie ma demande au comité central du Parti communiste allemand. Et c'est le Parti communiste allemand qui donne l'autorisation que j'ai accès aux archives de Berlin-Est. J'entre donc dans ces archives-là. J'ouvre tous les documents de Hitler, les documents de la chancellerie, les documents de ses différents ministères, et c'est là que je découvre les plans immenses que Hitler avait sur l'Afrique. Et c'est-à-dire que comment il entendait, après la guerre, comment il entendait gérer l'Afrique. Et comment il collaborait avec l'Afrique du Sud. Parce que l'Afrique du Sud, de l'apartheid, il ne faut pas oublier à l'époque de la ségrégation. Donc, ils étaient avec Hitler comme ça pour que tout le continent africain soit comme l'Afrique du Sud de l'apartheid. Je découvre donc dans ça. Je dis, mais c'est pas possible. Comment est-ce que tous ces professeurs me disaient que je ne vais rien découvrir? Et c'est là où j'ai découvert les plans économiques, les plans politiques, la restructuration politique. J'ai même découvert, et malheureusement jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas pu faire ce travail, tous les agents secrets que Hitler envoyait sur tout le continent africain. Là où ils étaient, ce qu'ils devaient faire, les rapports, j'ai tout ça. Nous avons tout ça à la bibliothèque Cheikh Anta Diop, dans les archives. Mais moi-même, je n'ai pas vraiment pu faire encore un travail là-dessus parce que je n'ai pas le temps, malheureusement. Malgré toutes les difficultés, notamment celles liées à ses conditions de vie, Kouma Ndoumbe réussit son pari. Sa thèse sur les plans de Hitler pour l'Afrique est retenue et son travail fortement apprécié par le jury. J'ai fait ma thèse et le jour de la soutenance, ma thèse c'était le professeur Léon de la Sorbonne qui était le président du jury de thèse. Alors, je défends donc ma thèse et quand le jury revient, vous savez toujours le jury se retire, et quand le jury revient, ils me disent qu'on vous donne donc le titre de docteur, mais on vous donne 2 doctorats. Parce que votre travail est aussi bien un doctorat en histoire qu'un doctorat en études germaniques. Ils disent on ne le fait pas, mais on le fait exceptionnellement, parce que votre travail là même, c'est déjà la moitié d'une thèse d'État. Mais c'est une thèse de 3e cycle. C'est ça que le professeur Léon dit. Donc moi-même, c'est comme je n'ai même pas rêvé de ce genre de choses-là. Donc j'ai obtenu le titre les 2 doctorats là, le même jour. Ce professeur Léon, comme ils avaient lu ma thèse avant, ils ont alerté le comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale qu'il y a un Africain là qui a fait un travail qui bouleverse tout ce qu'on savait et jusqu'à présent sur Hitler et l'Afrique. Et c'est comme ça que Henri Michel, le président du Comité international d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, m'appelle donc et il me coopte comme membre du Comité international d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. J'étais le seul noir. Et comme moi, je ne représentais aucun pays, je ne représentais pas le Cameroun, puisque les autres, c'était toujours les présidents du comité français, le président du comité américain, le président du comité russe, etc. Ils m'ont donc coopté à titre individuel. Et c'est comme ça que je m'assois avec les généraux qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale, les généraux russes, les généraux américains, etc., etc. Ces 2 doctorats en poche et malgré de nombreuses propositions en France et en Allemagne, Kouma Ndoumbe, qui doit succéder à Ndoumba Koum sur le trône des Bélé Bélé, décide de rentrer au Cameroun. Quand je rentre donc après les écoles, tout ce que j'ai fait en Europe, un jour à 4 h du matin, on vient me réveiller, on vient me chercher. Et quand je viens donc là où les anciens m'amènent,
Je trouve donc qu'ils sont tous réunis. Et ils me disent que on attendait que tu rentres. Et maintenant, tu dois prendre tes responsabilités et nous te consacrons. Chef traditionnel des Bel et Bélé. Avec un rituel. À l'époque, quand je rentrais, il y avait encore un de mes neveux, Enis Koumbel, qui était sur le trône. Bon, même lui-même, il savait que bon, c'était quelque chose de provisoire. Il avait dit à ses enfants, si je meurs, je ne veux pas que vous vous mêliez de cette histoire. Bon, alors donc, je prends donc les choses et je dis à la famille que, attention, moi, je ne vais pas créer des conflits ici. Je suis rentré et j'attends que le neveu qui est sur le trône parte en paix. Et une fois qu'il sera en paix, donc, je vais prendre mes fonctions. J'étais à l'époque à Yaoundé, à l'université. Et quand donc il est parti, non seulement toute la famille Bonakoum, mais toute la famille de Bonambapé, ils ont donc fait les rituels qu'il faut, ils ont fait les papiers qu'il faut, etc. J'assume mes fonctions et je pense que chaque fois que je pose des actes, ce sont des actes durables par la volonté de mes pères et de mes mères. Direction le mausolée de Lok Prison. Tété tient à nous montrer où repose son grand-père. Un lieu chargé d'histoire qu'il a à sa manière assez singulière, consacré à tous les combattants contre la colonisation au Cameroun. Soyez les bienvenus. C'est notre mausolée. Donne-moi seulement 2 secondes. Comment va pas belado? Banone Batekum Narmongo. Et Miananawane Batu. Babena Canal International. La Soumia Messe. Banga. Banga kum. Mbatete kumandumbe. Mnandumba kumlontelalo mbani na poesu mimi. Nyobe na msango. Na Soumia Messe. Na poe na bato na canal de. Nyometele mombe messe na Soum. Ici c'est Lok Prisobel. Qui a donc été le premier au Cameroun à dire non par écrit le 28 août 1884 que lui ne veut pas la colonisation chez lui et qu'on le laisse tranquille. Que les Allemands qui ont donc osé mettre leur drapeau sur ce sol qui viennent enlever ça, sinon lui-même il va enlever. Et quand les Allemands, donc le consul allemand a eu la lettre, la nuit il est venu lui-même enlever. Et c'est le lendemain donc qu'ils ont bombardé partout. Ils ont bombardé le palais, mais ils n'ont pas trouvé grand monde parce que comme Lok Priso savait qu'il y avait la guerre, il a fait évacuer tout Bonabéry. Ils sont partis jusque chez les Abors. Et c'est là-bas donc que les Allemands sont venus après pour négocier un traité de paix. C'est le premier traité de paix qui a été signé avec les Allemands. Cet endroit-ci est devenu un endroit mythique parce que nous célébrons ici régulièrement la mémoire de Lok Prisobel, d'autant plus qu'il n'était pas le seul au Cameroun. Parce qu'on dit toujours que les Allemands sont venus,
ou bien les Européens sont venus. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a eu des résistances partout au Cameroun. Et c'est pour ça que nous avons, pour honorer tous ces Camerounais qui ont résisté, nous avons fait ce grand tableau et chacun peut venir vérifier chez lui qui a résisté contre l'entrée du colonisateur. On dit toujours qu'il y a eu le traité du 12 juillet 1884, mais il y a eu 95 traités, il n'y a pas eu un seul traité. Le traité qu'on appelait le traité germano-camerounais, que les historiens camerounais ont tribalisé en disant traité germano-douala. Mais sur aucun document vous ne trouverez le nom du traité germano-douala. Donc, il y a eu 95 traités de paix avec les Camerounais pour que l'Allemagne puisse asseoir son autorité. Mais c'était toujours les traités de paix après la guerre, après les résistances. Je souhaiterais que ça entre enfin dans les programmes scolaires. Parce que c'est là où on voit que les Camerounais n'ont pas accepté. Ici, ça c'est l'extrême nord. Ici, c'est le centre. Hein? Et vous voyez, première résistance, 1900, contre Hans Dominique. Deuxième résistance, etc. Parce que même parfois, quand les gars étaient vaincus, ils se repliaient pour reprendre le combat de la résistance. Qu'on ne veut pas de colonisation chez nous. Inscrire la véritable histoire de l'Afrique dans la mémoire collective pour rétablir le continent dans ses droits sur l'échiquier planétaire, voilà un combat que mène Tété Koum depuis 50 ans déjà, sans discontinuité. Pour lui, il est clair que l'Africain ne peut retrouver sa dignité que lorsqu'il aura conscience de sa place dans l'histoire. Les choses ont été travesties beaucoup, malheureusement. Vous savez, si vous êtes mon fils, vous êtes en détresse, vous m'appelez, quel que soit l'endroit où je suis, je vous entends. Mais si on déclare seulement par décret que vous êtes mon fils, vous allez parler, je ne vais pas vous entendre. Je ne vais pas vous entendre. Et c'est ça le drame un peu de ce qui se passe à plusieurs endroits aujourd'hui. Et c'est dramatique parce que vous avez besoin de ces profondeurs. Vous avez besoin, c'est-à-dire que quand vous appelez votre père, vous appelez votre mère, qu'elle réponde. Mais s'il n'y a plus de réponse, c'est que vous faites une espèce de simulacre, que vous parlez avec eux, ça ne va pas donner. L'Africain est perdu parce que c'est une politique voulue. Vous devez être perdu, vous les Africains. Parce que si vous n'êtes pas perdu, vous allez maîtriser votre continent. Et si vous maîtrisez votre continent, les autres ne peuvent plus venir faire ce qu'ils font. C'est impossible. Donc c'est ça le vrai problème. Et l'enfant aujourd'hui de l'école primaire, de la maternelle jusqu'à l'université, on ne lui apprend pas qui il est. Il doit se contenter de ces superficialités qui viennent d'ailleurs. Et pour porter son combat, le prince met sur pied à son retour d'Europe la Fondation Afrique à venir, un véritable laboratoire consacré à la promotion de la richesse et de la diversité africaine, avec une mise en valeur des savoirs et des connaissances du continent comme leitmotiv. On voyait Cheikh Anta Diop, parce que Cheikh Anta Diop, quand même, il a fait un travail monumental, contre vent et marée, seul contre tous. Il a réussi. C'est pour ça que quand on entre à Afrique à venir, on voit la bibliothèque Cheikh Anta Diop, section jeunesse, et puis on voit le génie africain. Parce que l'Afrique ne va se relever que si elle a du génie. Et elle a du génie. On a créé cet espace qui accueille tout le monde. Et le principe, c'est que qu'est-ce que les Africains inventent? Qu'est-ce que
les Africains produisent. C'est-à-dire, ce n'est pas ce qui vient de l'étranger. Bon, ça c'est seulement une petite démonstration. Ceux qui ont la priorité ici, c'est ceux qui les écrivains. Mais bientôt, il y aura l'article. On est en train de négocier avec le ministère des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat pour que l'artisanat soit très très bien représenté ici. Et vous voyez ici, ça c'est la campagne d'Afrique à venir Berlin. Tous nos objets de culte et d'art. Comme les Allemands étaient les premiers colons ici, ils ont amené chez eux. Et on leur demande, par notre présence sur place à Berlin, qu'il faut que tout ça rentre. Vous voyez, Freedom of Movement. Et ça, c'est le trône du roi Bamoun, Njoya, qui est à Berlin. On dit, mais est-ce que ça vous appartient? Est-ce que ça appartient à la Prusse? Bon. Et là, on leur demande, schon Beute Kunst betrachtet, avez-vous pensé à tous ces raps culturels que vous avez fait à Berlin? Il y a 4 étages au musée, à un musée de Berlin, il n'y a que les choses du Cameroun dedans. 4 étages, sur 4 étages. À son retour en 1979, le prince est recruté en qualité d'enseignant à l'université de Yaoundé. Il a la lourde tâche de bâtir le département d'études germaniques et enseigne également au département d'histoire. Parmi ses premiers étudiants, Achille Mbembe. Entre-temps, il intègre l'association des poètes et écrivains du Cameroun et en devient le président. Il s'insurge contre la censure en vigueur à l'époque et écrit au président de la République Amadou Ahidjo. Il reçoit comme réponse une invitation pour les écrivains camerounais à rédiger des textes de louanges pour le régime en place. Face aux multiples réticences et à la difficulté à faire publier certains de ses textes en Europe, il décide de fonder sa propre maison d'édition en 1983 qui loge au cœur de sa fondation. Après le succès retentissant de sa première publication, L'Afrique relève le défi, vendu à plus de 5000 exemplaires, la maison d'édition Afrique à venir s'évertue à donner la parole à des écrivains de tous bords. À ce jour, ce sont donc 400 auteurs de plusieurs nationalités qui ont été publiés. Nous publions aussi dans plusieurs langues. Je m'étais dit que non, si on crée une maison d'édition, il ne faut pas qu'on soit comme une espèce de caisse de résonance. Donc, la plupart des maisons d'édition ici publient en français. Bon, peut-être aussi un peu en anglais. Mais nous, ici à Afrique à venir, on publie en français, en anglais, on publie en allemand et on publie dans 28 langues camerounaises et africaines. L'Afrique est en guerre. Il n'y a que les Africains qui ne comprennent pas ça, que l'Afrique est en guerre. Que les autres ont, c'est-à-dire que font une guerre généralisée contre les Africains. Et l'écriture, c'est une arme. Donc vous, Camerounais, Ivoiriens, Congolais, etc., vous voulez donc fourber les armes pour votre peuple. Et vous croyez que c'est l'autre qui va publier ça? Auteur particulièrement prolixe, le prince Ndumba Koum III compte à son actif un peu plus de 80 ouvrages et articles scientifiques publiés. Du premier article publié par Jeune Afrique en 1971 au dernier, une constante. Le combat pour la restauration de la dignité de l'Africain. Un combat que l'auteur s'est donné comme ligne conductrice dans un ouvrage écrit alors qu'il n'avait que 24 ans. Le jour où j'ai eu 24 ans, je me suis retiré. Je dis, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Il faut que tu écrives ça. Le 1er novembre 1960, j'ai dit, tu dois te retirer. Je me suis retiré toute la journée. Qu'est-ce que toi, comment tu veux faire de ta vie? Et j'ai donc écrit, c'est pour ça que vous voyez ici, Testament d'un jeune Africain. Et c'est ça que je poursuis jusqu'aujourd'hui. Alors, madame que vous avez vue tout à l'heure là, quand elle a lu ce livre et elle a lu le programme actuel d'Afrique à venir, elle a dit non, c'est exactement la continuation de ce que je voulais faire quand j'avais l'âge de 24 ans. Parce que
je terminais ce texte en disant, je vais me prendre au sérieux. Quand je verrai que ce que j'ai décidé à l'âge de 24 ans, je vais le poursuivre à 30 ans et même à 70 ans, que je serai toujours en train de poursuivre cela. Donc quand elle a vu donc ça, et c'est là où elle a donc mis ce programme 2015-2022, le programme de 7 ans que nous sommes en train de mettre en application et qui correspond donc à mon testament quand j'avais 24 ans. Il faut différencier, ça c'est 80 livres publiés. Mais il y a d'autres livres qui sont dans l'ordinateur, qui ne sont pas encore publiés. Que ce soit en français, que ce soit en douala, que ce soit en allemand. Actuellement, il y a encore, mais bon, il faut avoir la force et surtout le temps de pouvoir s'asseoir sans qu'on soit dérangé. Pour qu'on achève, et j'espère que Dieu va me donner la force pour que ces livres qui sont dans l'ordinateur puissent sortir. Et parmi les ouvrages dont le prince est particulièrement fier après 50 années de publication, cette série de 18 volumes déjà publiés portant sur le Cameroun précolonial. Le résultat d'entretiens menés avec des patriarches camerounais dans les années 80. Ici, c'est la voix des vieux Camerounais. Quand j'ai commencé à enseigner à Yaoundé, en Guayaquil en 1979, je me suis rendu compte très vite que mais on utilisait quoi? Les textes des Européens pour enseigner. Mais tu enseignes au Cameroun, en Afrique, et c'est les textes des Européens que tu prends pour... J'ai dit, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc, j'ai fait une équipe pluridisciplinaire. Il y avait des professeurs d'histoire, des professeurs d'études germaniques, des professeurs d'économie, d'anthropologie, etc. On a sillonné tout le Cameroun, toutes les provinces du Cameroun, et on a interviewé 176 vieux Camerounais qui avaient entre 80 et 110 ans, pour leur demander le Cameroun c'était comment avant que les Blancs n'arrivent ici. Et quand les Blancs sont arrivés, qu'est-ce qui s'est passé? Donc nous avons déjà publié 18 volumes, et chaque vieux on l'interroge dans sa langue. C'est-à-dire le Bassa en Bassa, ici le Douala en Douala, ça ici, ça c'est les Ewondo en Ewondo, mais on traduit en français ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire, donc vous avez, je ne sais pas si il y a un qui est ouvert là, oui. Oh, pardon, celui-ci est ouvert. Vous voyez, il y a ce que le vieux a dit. Ce que le vieux a dit en audio. Et ça a été fait le 14 décembre 1983, cette interview. Et ça, c'est un Bakoko DDA. Alors, on met ça en Bakoko DDA. Ensuite, on traduit en français, ou alors on traduit en anglais après, et on traduit après en allemand. Parce que les Allemands aussi doivent savoir ce que les Camerounais pensent de l'époque là. Nous avons déjà publié 18 volumes comme ça. Mais le travail n'est pas fini parce qu'en tout, il y a 40 volumes qu'il faut publier. Alors ça coûte les yeux de la tête. Il a fallu qu'une structure allemande, une fondation allemande, comprenne ce cri-là et nous permette de travailler jusqu'à publier les 18 volumes. En outre, la Fondation Afrique à venir, dans laquelle est également logée une école doctorale avec plusieurs jeunes Africains qui parachèvent leurs études supérieures, a organisé de nombreux colloques internationaux. Pour Tetekoum, le but reste unique: permettre aux jeunes Africains de prendre connaissance de leur histoire si riche en déconstruisant les mensonges répandus à travers les âges sur la place du continent dans l'histoire de l'humanité. Il y a un assassinat planifié quelque part, ce que j'appelle le génocide intellectuel et spirituel des peuples africains. Quand Christophe Colomb est venu en Amérique, n'est-ce pas, il a trouvé des Noirs là-bas, des Noirs d'Afrique, que ces Noirs d'Afrique sont tombés du ciel. Quand le roi du Mali, Kankan Moussa,
n'est-ce pas, depuis Malindi, c'est-à-dire qu'elle est partie en Amérique pour découvrir l'Amérique. Est-ce que Christophe Colomb était là? Bon, maintenant, ce ne sont pas des histoires. Ce ne sont pas des histoires, ce sont des faits historiques. Pourquoi on ne met pas ces faits historiques dans les livres d'histoire? On dit que c'est Christophe Colomb. Quand Christophe Colomb est venu, lui-même, il dit qu'il a trouvé des noirs. Ces noirs tombaient du ciel. Nous faisons ces petites expositions pour mettre les scientifiques, d'où qu'ils viennent, au défi. Qu'ils viennent nous dire le contraire. Et on va ouvrir le débat scientifique. Non, c'est ça. Vous voyez, le nettoyage à sec, la transplantation des reins, etc. La construction des tunnels pour voies ferrées électriques. Vous voyez que ce sont les noirs. Mais est-ce que vous apprenez ça à l'école? Même à l'université, est-ce qu'on va vous dire ça? Logée au sein de la fondation, la bibliothèque Cheikh Anta Diop, où nous achevons notre visite avec le prince, est une véritable cave de trésors historiques. Ici, là, c'est les livres de la période coloniale allemande. Et nous avons l'habitude de sortir ce petit livre-ci. Vous voyez le premier maître d'école. Le premier maître d'école Cristal que les Allemands ont envoyé ici. Et vous voyez, le livre est de 1897. 1897. C'est le premier maître d'école. Nous, on n'est qu'une toute petite structure très modeste. Mais ça, c'est un combat que les gouvernements africains ont l'obligation de prendre. Ils ont l'obligation parce que il faut que nos peuples sortent du sous-développement intellectuel et spirituel. Enfin, de l'esclavage, surtout spirituel. À bientôt 75 ans, et bien qu'affaibli par la maladie, Sa Majesté le Prince Alexandre Koumandoumbé III, professeur émérite des universités en études germaniques et histoire, n'a toujours pas l'intention de prendre sa retraite. Cet homme calme, généreux, accueillant, au sourire paternel et protecteur, poursuit ses rêves dans la lignée et sur le chemin qu'il s'est tracé depuis 50 ans. Un rêve qu'il sera particulièrement fier de raconter à ses illustres aïeuls, Koumambapé et Ndumba Koum, au jour de leur retrouvaille. Voilà où nous allons, si Dieu le permet, la maison de la Renaissance africaine. C'est ça notre projet actuel. Puisque vous me demandez quand est-ce que je vais arrêter, on va d'abord faire ça, avant que je n'arrête. Il faut une maison de la Renaissance africaine où quand on entre, vraiment, avant qu'on ne sorte, on se soit ressourcé. Si vous nous rejoignez, nous sommes dans la bibliothèque Cheikh Anta Diop. Nous sommes au sein de la Fondation Afrique à venir avec Sa Majesté Prince Koumandoumbé III, qui est notre invité en Success Story, avec qui nous allons achever cette longue balade autour de sa trajectoire et de ses réalisations. Majesté, entre tout ce que vous faites, vos responsabilités en tant que chef traditionnel, vos travaux scientifiques, votre emploi de temps de manager ici à la Fondation, est-ce que vous avez encore le temps pour vous-même? C'est pas facile. Mais c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé, puisque j'ai 9 enfants. Hein. J'ai eu le temps de faire 9 enfants et de les élever. Je souhaiterais tellement aussi avoir du temps libre pour moi. Je souhaiterais tellement avoir, mais c'est difficile parce que, vous comprenez, moi j'ai fait des choix de vivre chez moi, malgré toutes les conditions. Parce que si j'avais accepté de vivre en Allemagne ou de vivre en France, les choses auraient été différentes. Mais j'ai accepté de vivre ici, très conscient des handicaps. On assume parce que si on ne fait pas ça, qui va... Ce pays-ci, ces pays africains doivent changer, doivent évoluer. Mais il faut quelques-uns qui acceptent, qui ne sont pas là pour penser à eux-mêmes d'abord, à qu'est-ce qu'ils peuvent accumuler, et vite, vite là. Il faut quelques-uns qui acceptent, pour ainsi dire, de ce sacrifice, parce que c'est un sacrifice essentiel et existentiel. Encore une fois, pas pour seulement les Africains,
J'ai un livre qui doit sortir là. Le titre, c'est « Tu ne diras plus que tu ne savais pas ». Tu ne diras plus que tu ne savais pas. J'essaie encore une fois d'apporter ces vérités qui sont importantes pour l'humanité. Majesté, quel est le conseil que vous donnez à la jeunesse camerounaise qui vous regarde ce soir et partant à la jeunesse africaine? Qu'est-ce que vous leur laissez en héritage? Pour ma petite personne, j'ai quand même publié 80 livres, sans compter les articles qui sont plus de 150. Donc, il y a un héritage qui a été constitué, au moins à ce niveau. Maintenant, il y a cette Fondation Afrique à venir, parce qu'il faut des structures durables. L'Afrique à venir existe depuis 1985. Nous sommes en 2021. Donc, il faut des structures durables et on est ouvert tous les jours, malgré les hauts et les bas. Tout ça, c'est l'héritage. C'est l'héritage visible que vous pouvez toucher. Mais au-delà de l'héritage visible, vous avez l'héritage spirituel. C'est-à-dire faire découvrir à cette jeunesse-là les profondeurs de l'Afrique. En 2050, les Africains seront déjà plus de 2 milliards. C'est-à-dire un citoyen sur la Terre sur 4 sera africain. 2050, est-ce que c'est loin? C'est pas loin. Nous sommes en 2021. Et en 2100, si les choses continuent à évoluer comme ça, un habitant terrestre sur 3 sera africain en 2100. C'est-à-dire que la jeunesse d'aujourd'hui a une responsabilité extraordinaire. C'est pour ça qu'il faut lui donner les éléments de base et arrêter de les divertir. Parce que l'avenir, c'est en Afrique. Dieu nous a tellement bénis. On nous a d'abord exterminés avec l'esclavage, etc. Mais aujourd'hui, nous revenons. Et puis, vous avez un sous-sol généreux. Et le plan des autres, d'avoir une Afrique sans les Africains. Puisque c'est ça le plan des autres. C'est seuls les Africains qui ne savent pas ça. Mais quand vous allez dans les documents, etc., vous savez que leur rêve, c'était d'avoir une Afrique sans les Africains. Pour en faire un paradis terrestre, comme ils disent. Bon, mais maintenant, ça n'a pas réussi. Les jeunes, là, ils seront... D'abord, il faut qu'ils vivent dignement. Dignement au niveau matériel, au niveau spirituel, au niveau intellectuel. Et c'est possible, c'est faisable. Donc je dis à ces jeunes, arrêtez de vos divertissements là, arrêtez toujours de regarder ailleurs. Parce que l'avenir est ici. Et les autres le savent. Et toutes leurs stratégies, que ce soit les stratégies politiques, militaires, économiques, ils savent que l'avenir est ici. Donc, leur calcul, c'est comment maîtriser quand même les Africains dans ce mouvement futuriste. Et il faudra aussi que nos gouvernements soient armés de courage. Ils ont besoin d'un courage politique fort pour défendre les Africains et les peuples africains. Il faut arrêter d'avoir ce rêve que je dois aller en Beng. Je dois aller en Beng, je dois traverser le désert, ou bien je dois épouser un vieux blanc, etc., etc. Il faut arrêter des conneries comme ça. Excusez-moi le terme. Parce qu'on ne leur a pas fait comprendre que l'avenir est ici. Et quand ils vont comprendre que les chances sont ici, l'Afrique va se transformer en très peu de temps. Merci beaucoup, Majesté, d'avoir accepté de nous raconter votre histoire, votre parcours, en espérant vous souhaiter une bonne santé. Merci beaucoup. Merci d'être venu.